suis très heureuse d'être là et je remercie beaucoup les organisateurs de cette conférence d'inauguration de m'y avoir conviée en présence d'autres intervenants prestigieux et de collègues de maintenant bientôt 30 ans pour certains. Donc voilà, je vous propose de commencer cette journée sur le thème est-ce que la métacognition est une forme d'auto-interprétation? Évidemment, ce sujet est en plein le thème du mind reading et de son rôle dans notre vie mentale personnelle et interpersonnelle. Alors, pourquoi est-ce que ça n'avance pas là? Ah, parce que je ne l'ai pas mis en... Voilà. Alors, ça va être difficile pour moi de lire mes slides en anglais et de parler français. Je vais essayer de faire l'exercice quand même, avec sans doute des dérapages que tu as déjà prévus, Fabrice. Alors, donc on peut interpréter le sujet de mon papier comme la question « À quoi fait référence le terme métacognition ?» Alors, nous avons là, sur le plan interdisciplinaire, une curieuse opposition entre l'usage qui est fait en sciences cognitives d'un côté et dans la sous-discipline de sciences cognitives qui est la théorie de l'esprit, du terme métacognition. En sciences cognitives, métacognition renvoie à la capacité par laquelle un sujet évalue la faisabilité ou la bonne réalisation d'un but mental donné. Par exemple, apprendre vous voyez, c'est pas si facile que ça. Apprendre à s'orienter dans un labyrinthe, ou bien savoir discriminer un signal. On doit savoir si on peut le faire, et l'ayant fait, on doit savoir si on l'a bien fait. Et cela dans un épisode, dans un contexte donné. Donc il s'agit d'une capacité située, contextuelle, d'évaluer dans quelle mesure on est capable ou on a été capable de réaliser un but cognitif particulier. De l'autre côté, le terme métacognition sert en théorie d'esprit à faire référence à autre chose, c'est-à-dire à la capacité de se méta-représenter en première personne ses propres états mentaux. En particulier, Joseph Perner et Peter Carothers sont des représentants de cette façon d'utiliser le terme métacognition. Alors, je vais appeler la première façon de parler la conception auto-évaluative et la seconde la conception auto-attributive. Alors, vous allez me dire, mais c'est après tout une affaire nominale. On emploie les mots comme on veut, le tout c'est d'être clair sur ce qu'on veut dire. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une matière nominale, il y a vraiment un enjeu qui est évolutionnaire, développemental et fonctionnel. La question est de savoir si la métacognition est une partie de la théorie de l'esprit ou si c'est une capacité indépendante. Donc ça, le point évolutionnaire, c'est que, comme on le verra, si le point de vue auto-évaluatif l'emportait, cela voudrait dire qu'il faudrait reconnaître à des animaux non humains la capacité de s'auto-évaluer, même s'ils n'ont pas de théorie de l'esprit. Si en revanche on est dans la position auto-attributive, il faudrait nier que des animaux non humains puissent avoir cette capacité de s'auto-évaluer, étant donné que, ou dans la mesure où on ne leur reconnaît pas une théorie de l'esprit. Alors, outre cet enjeu-là, il y en a un second qui est celui de la pertinence philosophique, qui est de savoir si la connaissance de soi est d'abord et avant tout affaire de théorie, de théorisation sur soi, ou si, en revanche, cela dépend de contenu non conceptuel ou d'expériences particulièrement consacrées à cet accès à l'auto-évaluation. Donc il y a vraiment là, sur le plan philosophique aussi, des conséquences tout à fait importantes de cette question. Donc dans mon papier, je vais vous présenter les thèmes suivants. D'abord, la conception évaluative, je vais vous tracer un petit peu les grandes thèses de la conception auto-évaluative et de la conception auto-attributive. Puis j'envisagerai non pas 3, mais 4 arguments. Le papier a progressé avec le temps et l'outline est resté le même. 4 arguments en faveur de la reconnaissance
de la position auto-évaluative, c'est-à-dire du fait qu'il y ait en fait deux fonctions et non pas une, qui serait la théorie de l'esprit, deux, auto-évaluation et théorie de l'esprit. Et enfin, j'essaierai de très rapidement exposer la pertinence épistémologique de cette question. Je crois que je vais être obligée de boire un petit peu. Alors, commençons par la conception auto-évaluative. Alors, d'après cette conception, la métacognition est un ensemble de capacités qui permettent à des sujets, humains ou non, premièrement, d'évaluer, en anglais c'est monitor, d'évaluer l'adéquation cognitive de ses propres dispositions pour atteindre un certain output cognitif. Par exemple, d'évaluer si je peux me souvenir de telle et telle chose. Et cela online, tout de suite. Je dois savoir si dans 15 secondes, je vais être capable de retrouver le nom propre dont j'ai besoin pour que ma conversation soit bien menée conformément à mes buts. Et une fois que j'ai évalué ma capacité, c'est-à-dire ou bien je juge que je vais pouvoir retrouver ce nom, avant même de l'avoir retrouvé, je dois savoir si je vais pouvoir le retrouver. Et une fois que j'ai donc un jugement là-dessus, est-ce que oui ou non, je dois contrôler, c'est-à-dire envoyer une commande qui est adéquate par rapport à ce monitoring. Donc il y a bien un lien très étroit entre le self-monitoring et le contrôle que l'on va donner à sa cognition. Soit on choisit de finalement continuer à chercher le nom parce qu'on pense qu'on va le retrouver, soit on se dit non, j'y arriverai pas. Et donc là, il faut détourner la conversation vers d'autres buts, puisque celui-là n'est pas atteignable. Alors, voici quelques exemples centraux de métacognition. Le monitoring rétrospectif a à voir avec un jugement d'adéquation d'une réponse déjà donnée. Le monitoring prospectif, c'est l'évaluation de la capacité de donner une réponse cognitive, comme retrouver un nom par exemple. Un jugement de facilité d'apprentissage, c'est un jugement que l'on doit faire constamment, en particulier lorsqu'on étudie. On doit choisir le temps que l'on va consacrer à une tâche. On va décider d'arrêter de faire la tâche parce qu'on a jugé qu'on était arrivé à un point d'adéquation de la compréhension ou de la mémorisation du texte, par exemple. Donc tout cela, ce sont des jugements de facilité d'apprentissage, également des jugements de connaissance qui concernent ma capacité à savoir ce que je sais ou ce que j'ignore. Et le monitoring, ça c'est un sujet important mais assez différent, qui est le suivi des émotions et des motivations. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette tâche? Quand je planifie, je dois savoir si dans 8 jours, j'aurai encore envie de faire ce qui me paraît raisonnable de planifier maintenant. Donc ça fait aussi partie d'un sujet tout à fait passionnant de l'auto-évaluation, qui est l'auto-évaluation de ses motivations dans le futur. Alors, premier trait important de cette conception auto-évaluative, c'est le contraste entre les aspects descriptifs et les aspects engagés de la connaissance de soi. L'idée de l'auto-évaluation, c'est qu'à côté de tout un domaine descriptif, il faut faire la place d'un domaine qui n'est pas du tout de l'ordre de l'auto-présentation de ce qu'on est, ou de ce qu'on pense, ou de ses propres états cognitifs, mais plutôt de l'engagement qu'on a par rapport à certaines normes. Alors, des normes qui peuvent être conçues par les uns comme irréductibles, ou par les autres, en particulier naturalistes, comme compréhensibles en matière naturaliste, et c'est ce que nous faisons dans notre projet. Mais ces normes, il faut bien s'y engager lorsque l'on fait un jugement d'auto-évaluation. Ça veut dire que l'on évalue ses capacités par rapport à une norme, comme par exemple la vérité. Si on recherche un nom, la norme implicite est que ce nom, c'est le nom exact.
On ne cherche pas un nom qui est n'importe lequel. On veut que ce nom soit exact, sans quoi notre recherche en mémoire ne nous sert à rien, et ce n'est en vérité pas une recherche en mémoire que nous faisons si nous ne sommes pas intéressés par l'exactitude de notre réponse. D'autres valeurs peuvent être également, d'autres normes peuvent être également engagées dans les jugements sur ses propres capacités cognitives, au-delà de la vérité ou indépendamment d'elle, comme la cohérence, la pertinence. Le consensus est également une norme qui nous intéresse beaucoup, dans la mesure où elle joue un rôle considérable dans l'éducation et dans d'autres cultures, en particulier, où le consensus est beaucoup plus saillante que la vérité dans beaucoup de tâches cognitives. Alors, premier trait, donc, c'est ce caractère engagé que l'on revendique pour l'évaluation de soi. La deuxième, ça c'est une chose qui me tient à cœur particulièrement, c'est que la métacognition fait partie de quelque chose qui est l'agir mental. On peut dire, si on préfère, agir cognitif, parce que mental a un relent cartésien qui n'est pas forcément plaisant. On peut l'appeler agir cognitif ou agir épistémique. L'idée est la suivante, c'est un parallèle avec l'action ordinaire, qu'on appelle bodily si vous voulez, mais à condition de renoncer là aussi au dualisme cartésien. L'action ordinaire, c'est un comportement contrôlé dont on a l'intention qu'il résulte dans un changement physique dans le monde ou dans soi-même. Hein, par exemple, on se coiffe, on fait des choses pour se modifier dans son aspect, etc. Une action mentale, c'est quelque chose d'assez analogue finalement. C'est une séquence contrôlée d'opérations cognitives dont on espère qu'elle résultera dans un certain changement cognitif. Alors, par exemple, essayer de se rappeler, c'est bien un changement cognitif qu'on espère, qui est de récupérer en mémoire maintenant et me donner la disposition du nom qui me manque présentement. Donc je fais un changement entre ne pas me rappeler le nom à avoir le nom présent à l'esprit. Voilà un type d'action mentale. Tout ce qui est opéré par suite d'un contrôle et qui vous met à disposition une nouvelle propriété mentale est donc une action cognitive au sens où je l'entends. Et la métacognition, quand vous réfléchissez bien, est absolument indissociable du fait que toute action cognitive a besoin, comme une action ordinaire, d'être contrôlée et monitorée. Alors, exemple d'agir mental, vous avez toute la file de gauche là, de l'action mentale épistémique, comme l'attention perceptive, le raisonnement contrôlé, la récupération en mémoire contrôlée, la visualisation contrôlée, l'imagination contrôlée. Je dis contrôlée parce que tout cela peut également se produire sans que vous le fassiez intentionnellement. Et dans ce cas-là, il ne s'agit plus d'une action, il s'agit d'une opération cognitive qui se fait dans votre cerveau, mais d'une certaine façon, sans que vous ayez l'intention de la produire. Alors, il y a également des actions mentales tout à fait capitales qui ne sont pas purement épistémiques. Dans la planification en particulier, là je travaille actuellement sur ce thème, la planification inclut beaucoup d'autres sous-actions mentales qui sont des acceptances. Et l'acceptance, ce n'est pas purement épistémique parce que ça inclut des considérations d'utilité. La décision réflexive, l'émotion contrôlée, le management des préférences, également, ce sont des opérations mentales qui ne sont pas purement épistémiques, mais qui prennent aussi en compte des dimensions de motivation et d'utilité. Troisième trait de la conception auto-évaluative, les évaluations se décomposent en deux étapes, avant et après l'exécution de l'action. Comme dans l'action physique, il faut également préparer l'action et ensuite l'évaluer une fois qu'elle est faite. Et ça a été bien étudié par Julie, par Marc Jeanneret, par Jean de Séty. Dans le suivi de l'action mentale, de même, il faut donc la préparer par une évaluation de sa faisabilité et la conclure par une évaluation de sa réussite.
Alors j'ai donc appelé ces deux étapes, respectivement en anglais, self-probing pour la première, qui est d'examiner la capacité qu'il y a. Quand je dis examiner, c'est quelque chose qui est en fait fait d'une façon tout à fait quasiment automatique. Quand vous cherchez en mémoire si vous allez pouvoir récupérer le contenu, vous ne vous dites pas « je fais du self-probing », mais néanmoins, c'est ce que vous faites. Ça fait partie de l'action de récupérer en mémoire, de commencer par se dire « est-ce que je l'ai en mémoire ?» Et ça n'est pas quelque chose de théoriquement coûteux, vous le faites simplement parce que c'est une condition de possibilité de la récupération en mémoire. Donc, même si ça peut se déterminer conceptuellement, comme ici dans la description qui est donnée dans cette slide, où on doit savoir si on a la capacité, la compétence, et si on est motivé pour agir, etc., je voudrais souligner que c'est avant tout une activité dans laquelle on s'engage, et non pas quelque chose qui doit être d'abord décrit conceptuellement pour pouvoir s'y engager. De même pour la deuxième étape que j'ai appelée la post-évaluation, à l'issue de l'action mentale, lorsque j'ai discriminé mon signal, lorsque j'ai récupéré en mémoire, lorsque j'ai exécuté mon raisonnement, je dois savoir si c'est le bon résultat que j'ai, si c'est un résultat acceptable, un résultat qui a l'air d'être correct. Et là, de même, je vais pouvoir le faire d'une façon qui utilise des procédures sans avoir besoin de me représenter conceptuellement que je fais une évaluation théoriquement justifiée, etc. Quatrième trait de la conception auto-évaluative, elle implique nécessairement une comparaison entre une valeur attendue et une valeur observée. C'est une chose qui échappe peut-être au bon sens quotidien, mais lorsque je juge quelque chose, je le juge par rapport à un critère. Qu'il s'agisse d'une action physique ou d'une action mentale, si je juge de la correction, c'est que j'utilise un critère qui était anticipé et dont je constate ou non qu'il est réalisé dans l'action telle qu'elle se déroule. Alors, il est très intéressant de comparer ce qui se fait dans l'action ordinaire et dans l'action mentale. Dans l'action ordinaire, je prédis des feedbacks qui sont de type sensoriel. Dans les joints, dans la perception visuelle, dans l'audition, il y a un certain nombre de feedbacks qui sont compilés en quelque sorte dans le modèle de l'action et qui me permettent d'anticiper ce que je devrais voir si l'action est satisfaite. Alors, dans le cas de l'action mentale, il y a quelque chose de semblable, mais ce feedback n'est pas sensoriel. Alors évidemment, la question est de savoir de quelle nature est ce feedback. Et ça fait partie du travail des sciences cognitives de décrypter la nature du feedback utilisé. Alors, certains travaux de neurosciences, nous verrons, nous éclairent sur ces questions du feedback utilisé. J'y reviendrai tout à l'heure si j'ai le temps. Cinquième point de la conception auto-évaluative, c'est l'aspect de la décision, c'est-à-dire du contrôle métacognitif qui suit le monitoring. Cette étape consiste à décider, sur la base du statut du monitoring, c'est-à-dire s'il y a ou non divergence entre ce que j'attends et ce que j'observe, de décider si je dois finalement faire l'action, par exemple essayer de se rappeler ce mot. Je n'essaierai que si j'ai vaguement l'impression que je peux y réussir. Également, en vertu de considérations d'utilité, étant donné que l'utilité peut être vitale ou pas du tout, et dans ce cas-là, sur la base du même monitoring, je peux prendre une décision différente, soit de persister dans ma recherche, soit de l'abandonner. Et donc le contrôle métacognitif, il a cet impact absolument incroyable sur nos vies parce que c'est de lui que dépend le succès de bien de nos actions instrumentales. C'est parce que j'ai correctement évalué mon souvenir que je réussirai finalement mon action instrumentale. Mais le fait qu'il y ait un impact de la métacognition sur l'action instrumentale ne veut pas dire que la métacognition a uniquement des valeurs instrumentales. Je